Bonjour à toutes et à tous. Euh, Soyez les bienvenus à ce webinaire sur la clé de notre bien-être qui pourrait se loger dans notre cerveau. Donc, vous allez voir que tout au long de notre présentation, vous pourrez glaner plein de conseils simples et efficaces que vous pourrez mettre en pratique tous les jours, à tout moment, où que vous soyez. Avant juste de démarrer, donc, est-ce que vous pouvez vérifier que vous avez coupé votre micro? Et ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay sur notre site DVA Talent Développement. Alors, qui sommes-nous? Donc, ce webinaire sera animé par Aurélie, Nicole et moi-même. Je vais laisser Nicole et Aurélie se présenter avant de me présenter moi-même. Nicole. Donc, bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Donc, je suis coach depuis 30 ans maintenant et je fais de l'accompagnement de dirigeants, de comités de direction, de conseils d'administration dans un contexte le plus souvent de transformation et en me basant sur une approche d'abord approche plutôt systémique et puis maintenant depuis quelques années sur une approche neurocognitive qui va être aussi la thématique de ce matin. Donc je vais laisser maintenant Aurélie se présenter et à tout de suite. Bonjour à tous, également ravie d'être avec vous ce matin pour ce petit temps d'échange. Moi je suis Aurélie Rézère, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans les cabinets de conseil en ressources humaines. Plus particulièrement, je suis spécialisée dans l'identification, l'évaluation et le développement des compétences pour les populations de managers, dirigeants et hauts potentiels pour ne nommer que. Mon métier se fait à l'aide d'outils qui sont structurés, validés scientifiquement, par exemple des tests psychométriques, assessment center, entretien approfondi, ce genre de dispositif. J'interviens dans un contexte national, mais également international. Et j'interviens aussi dans des projets de conception d'outils et de process en ressources humaines. Et le dernier point, comme Nicole, je suis formée à l'approche neurocognitivisme qui nous a servi aussi de base de réflexion pour le webinaire d'aujourd'hui. Je passe la main à Alexandra. Je suis la directrice de DVA Talent Développement. Je suis psychologue de formation et coach maintenant depuis 20 ans. Également formée et certifiée à l'approche neurocognitive. Donc, mon métier, c'est d'accompagner le développement des collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur niveau d'expertise. Et en passant par différents, comme l'a dit Aurélie, différentes solutions sur mesure en puisant sur différents types d'activités comme l'assessment center, la formation, le coaching individuel et collectif et l'accompagnement humain des transformations, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement du changement. Donc, quand on dit changement, il y a des entreprises qui sont en décroissance, mais dernièrement, et heureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en croissance, ce qui nous fait chaud au cœur. Donc, Aurélie, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que nous avons au menu ce matin? Alors, nous vous proposons au menu. Donc, nous allons commencer par parler de ce qu'on appelle la multiconnexion. À savoir en se posant cette question, est-ce qu'il s'agit d'une obligation professionnelle ou plutôt du syndrome FOMO? Nous reviendrons ensuite sur l'hyperstimulation, sollicitation, connexion, en se demandant quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Ensuite, que nous apprennent les neurosciences
sur ce sujet, comment nous pouvons utiliser les apports des neurosciences de façon simple et efficace pour notre bien-être. Et enfin, une petite capsule sur la façon dont nous, DVA Talent Development, nous pouvons aussi vous aider sur ces thématiques. Alors, Alexandra, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette fameuse multiconnexion? Bien évidemment, je peux vous en dire plus et je pense que nous sommes tous en plein dedans. Donc, il suffit de regarder autour de cette photo l'ensemble d'outils, logiciels, appareils auxquels nous sommes connectés. Bon, ça veut dire que nous sommes hyper stimulés, hyper sollicités grâce ou à cause de l'ensemble de ces outils. Et ce que l'on constate, chacun d'entre nous, nous surfons d'un sujet à un autre sans savoir toujours nous poser ou approfondir tel ou tel sujet. On parle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, on parle aujourd'hui de plus en plus d'infobésité, donc cette surenchère de l'information que nous vivons parfois ou à certains moments comme un excès que nous ne savons plus comment évacuer. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, mais au travail, c'est pas mieux parce que tout est urgent, tout est de plus en plus urgent. Les délais sont de plus en plus courts, les clients internes ou externes sont de plus en plus exigeants, les objectifs sont de plus en plus élevés. Donc, il y a une pression, il y a une accélération des choses de plus en plus importante. Et comme cela ne suffisait pas, nous nous connectons nous-mêmes en permanence pour rester informés. D'où je pense que vous avez entendu de ce syndrome FOMO, c'est nos amis anglais qui l'ont trouvé, Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Il est défini, ce syndrome FOMO, comme une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur de manquer une nouvelle importante, un événement important du coup, on n'aurait plus la possibilité d'interagir socialement à l'instant T. Et bien évidemment, ce syndrome est largement alimenté par les réseaux sociaux. Donc, multiconnexion, hyperstimulation, hypersollicitation. Est-ce que Nicole, tu pourrais nous dire quelles sont les conséquences pour nous de cette multi et hyper? Alors, comme tu viens de le dire, Alexandra, le poids du collectif vers le toujours plus, par crainte de passer à côté de quelque chose, la peur du vide, de l'ennui. L'ennui, on le voit chez les enfants qui, dès qu'ils n'ont plus rien à faire, viennent nous voir en disant je m'ennuie. Et je ne sais pas quoi faire. Et la solution qui est proposée, c'est des agendas très chargés chez les enfants, le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, autour d'activités, et chez les parents aussi d'ailleurs. Et cette surabondance d'activités n'est pas sans conséquence en fait. On parle ici donc de stress parce que c'est évident. Ça génère du stress sur des périodes plus ou moins longues qui peuvent conduire à de l'angoisse, des difficultés de concentration, de la fatigue, une baisse d'activité et qui peut amener un effet d'escalade parce que ce stress, finalement, peut amener un manque de résultats chez les collaborateurs dans l'entreprise et ce manque de résultats oblige à en faire plus encore et avec un risque de surinvestissement émotionnel. Tout ceci, on a encore plus de surinvestissement émotionnel avec les conseils avisés autour de nous. On a toujours des personnes qui nous disent
repose-toi, mais en changeant d'activité, va de l'avant, mobilise-toi. Et cette exhortation à en faire plus, eh bien, amène du surinvestissement émotionnel et évidemment peut-être un épuisement professionnel et qui, lui, peut amener le burn-out et là, cette fois-ci, des situations un peu plus graves. En fait, en entreprise, la réponse évidemment à ce sujet a été la mise en place de services QVCT pour gérer le stress, accompagner les personnes autour d'approches peut-être, excusez-nous du terme, mais peut-être un tout petit peu cosmétiques de temps en temps, avec des salles de repos, de yoga ou des baby-foot. Mais pour l'instant, on ne constate pas vraiment de corrélation entre la mise en place de ces actions et une baisse de stress. Donc, comment va-t-on maintenant trouver des approches qui auraient du sens par rapport à cette hyperstimulation et comment les neurosciences vont-elles répondre à notre besoin de bien-être? On a écrit là, vous avez trop de travail, arrêtez de travailler. Donc, c'est une injonction paradoxale et c'est une boutade, bien sûr, mais ça s'appuie sur un exemple d'une personne que j'avais en coaching. Je fais justement cette petite présentation courte qui est un peu réductrice, mais cette personne, je l'accompagnais parce que elle était à la limite du burn-out et elle travaillait beaucoup, beaucoup et elle me disait comment vais-je faire pour gérer mon temps et on sait, nous, que le sujet de la gestion du temps est un non-sujet, il s'agit d'autre chose. Et je lui ai dit, bon, ben, écoutez, parce que vous avez trop de travail et que vous ne savez plus où donner de la tête, arrêtez de travailler le vendredi. Et donc, évidemment, cette réponse ne lui convenait pas au début, mais c'est ce qu'elle a fini par faire. Et ne plus travailler le vendredi lui a amené de la respiration, lui a apporté finalement un certain bien-être qui lui a permis de se sentir plus en possession de ses moyens et de son activité. Donc, c'est une approche qui peut avoir du sens. Et Alexandra, peut-être que tu vas nous parler de comment on fait par rapport avec les neurosciences pour traiter cette hyperstimulation. Donc, tout à fait. Donc, nous vous proposons de partager avec vous certaines découvertes donc, sur le fonctionnement de notre cerveau, mais surtout comment chacun d'entre nous peut prendre soin de son cerveau et contribuer à son bien-être. Conseils simples, efficaces à utiliser sans modération à tout moment et n'importe où. Ce qui est intéressant dans les neurosciences, c'est que les neurosciences nous proposent à prendre le contre-pied de l'injonction encore plus et encore plus. Mobilise-toi, fonce, vas-y, dépasse-toi, t'en peux plus, c'est pas grave, change d'activité et tu verras que ça ira mieux. Et bien évidemment, elle nous propose aussi de nous appuyer sur le mode off. On va voir ce que c'est le mode off qui est ressourçant. Et en s'appuyant sur le mode off, euh, le plus possible, on va booster le fonctionnement du cerveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a beaucoup de livres, beaucoup d'interventions sur l'éloge de la paresse. Du point de vue de neurosciences, il s'agit justement d'appuyer le plus souvent possible sur le mode off pour se ressourcer et pour se rebooster. Et c'est d'autant plus important que le cerveau ne se repose jamais. On sait aujourd'hui que même lorsque nous dormons, le cerveau consomme la même quantité d'énergie, donc le glucose. Donc, vous voyez à quel point c'est important de donner à notre cerveau, de lui permettre quelques moments de respiration. Et c'est d'autant plus important que c'est le centre de tout. C'est un organe extraordinaire, son rôle est primordial.
il a une multitude de fonctions variées, une anatomie complexe. On commence à peine à connaître notre cerveau. Il est le siège de toutes nos fonctions essentielles, le mouvement, la perception, le langage, la lecture, la mémoire, la conscience, la concentration, l'amour. Donc, et il ne se repose jamais. Et alors, Nicole, tu nous as parlé du stress. Comment il est vu, ce stress, par les neurosciences? Alors, le stress, finalement, sous l'angle des neurosciences, c'est un allié, en fait. C'est un allié parce que finalement, c'est une ressource vitale, c'est celui qui nous alerte dans des situations de danger. Mais au-delà de ça, en fait, on va vous donner quelques clés pour comment composer, comment faire en sorte qu'il soit source d'énergie constructive et qu'il nous alerte, en fait. C'est un signal, on dit là, qui nous avertit que nous n'adoptons pas la bonne stratégie face à une situation gâchette. La situation gâchette, c'est quoi? En fait, on pourrait dire autrement, c'est le bouton rouge. C'est la situation récurrente qui, à chaque fois, nous met dans une posture délicate, qui nous fait grimper au rideau, qui nous fait perdre nos moyens. On connaît tous des situations qui nous apportent des picotements au bout des doigts, qui nous donnent un tout petit peu de transpiration dans le cou et qui finalement sont instinctives. Et la prise de conscience de ces situations gâchettes va nous aider à anticiper, sortir de la récurrence, parce que toutes ces situations sont stockées dans la mémoire. Donc, on va tenter, grâce à ça, en les identifiant, de les déstocker. Le stress, c'est un warning précieux au service de notre écologie personnelle. En fait, c'est un système de protection. Ça nous permet de le reconnaître. Il nous faut aussi l'accueillir, ne pas l'ignorer et en fait identifier les mécanismes qui vont permettre de le traiter. En fait, et c'est aussi un autre langage qui parle de nous parce que finalement, ce qui nous stresse, c'est souvent lié à nos propres valeurs, aux émotions autour de la peur, de la colère. Et se préparer à ça permet de les affronter et de nous mettre dans une dynamique d'apprentissage en faisant du stress une ressource mobilisatrice d'énergie et de confiance en soi. Alors, évidemment, quand on a dit tout ça, on se dit, mais bien sûr, on comprend ce qui est dit là, enfin, nous l'espérons, mais surtout, comment va-t-on l'apprivoiser? C'est ce qu'on va essayer de vous présenter maintenant. Et Aurélie, peux-tu nous dire comment on va l'apprivoiser? Alors, on va vous présenter une réponse finalement en deux temps. D'abord, comment est-ce que finalement on l'apprivoise sur le coup lorsque le stress survient, puis vous verrez un peu plus tard que on vous formulera aussi des conseils pour se prémunir du risque de stress, en tout cas le prévenir. Le premier point, c'est ce que disait Nicole. Le stress étant un signal d'alarme, c'est un véritable allié et donc il s'agit déjà de l'accepter. De l'accueillir comme tel. Donc, lorsque le stress survient, finalement, c'est de prendre un temps pour s'arrêter, essayer de comprendre ce que le stress cherche à nous dire quand il survient. Donc, par exemple, comme disait Nicole, ça peut être, et c'est souvent le signe qu'il y a un écart entre la situation que l'on vit et les compétences que l'on perçoit chez nous pour relever cette situation. Donc vraiment, le premier conseil, c'est de se poser. Ensuite, cesser de culpabiliser.
Les conseils du type arrête de stresser, ne stresse pas, c'est pas grave, je pense que vous les avez tous déjà entendus et on voit que c'est pas forcément le plus efficace pour s'apaiser. Déjà, prenez conscience que le sujet, c'est vraiment d'arrêter de se culpabiliser par rapport au stress. Le stress est lié à un mécanisme cérébral qui est vraiment ancré dans le cerveau. C'est quelque chose qui est instinctif, qui est inconscient, qui est préprogrammé. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qui est vraiment dans le cerveau dès la petite enfance. Donc, c'est ni volontaire ni contrôlable. Et ça provoque des comportements qui sont stéréotypés. Donc, ce n'est pas en lien avec nos capacités intellectuelles, notre volonté, etc. Donc, comme le disait Nicole tout à l'heure, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que néanmoins, on a la possibilité de l'apprivoiser. Et pour ça, on va vous présenter à la suite aussi des exercices simples, rapides, comme le dit Alexandra tout à l'heure, pour nous aider à retrouver notre état initial, notre état de calme et de sérénité. Alors, Nicole, est-ce que justement tu peux nous présenter peut-être un premier exercice pour nous aider à retrouver le calme? Alors, donc, on va se mettre tous en mode réflexion sur une situation qui nous irrite, qui nous agace, qui nous énerve. On en a tous à l'esprit. Et on vous demanderait de dire comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10. Donc 1, pas énervé, 10, très énervé. Et de penser à cette situation. Donc, réfléchissez, si vous voulez bien, à ce qui vous agace. Ça peut être une situation très simple et qui systématiquement vous agace. Et maintenant que vous avez cette situation à l'esprit, essayez de trouver 5 opportunités ou avantages à cette situation, de retourner la situation et de vous dire, tiens, ça, ce qui m'agace, quel est l'avantage de cette situation? Je vous propose d'y réfléchir pendant 1 à 2 minutes. Donc, maintenant que vous avez fait ce petit exercice, comment vous sentez-vous sur cette même échelle de 1 à 10? Est-ce que vous trouvez que cet exercice vous a permis de baisser, d'être plutôt vers 5, 6 ou pas du tout? Ce que l'on veut vous faire conscientiser par ça, c'est que il ne faut pas laisser le stress s'installer, il faut anticiper et que, par exemple, cet exercice permet de nous dire, de relativiser. C'est un petit peu de ça dont il s'agit et de se dire, eh bien, cette situation qui nous irrite, qui nous agace systématiquement, elle représente peut-être des opportunités ou des avantages. Et faire cet exercice mental, quand on en prend l'habitude,
peut réellement nous aider à relativiser et à baisser en niveau de stress. Est-ce que si vous avez des réactions à nous faire partager par rapport à cela, n'hésitez pas à chatter et nous le dire et on en reparlera tout à l'heure. Un autre exercice que nous utilisons régulièrement et que Alexandra va vous présenter peut être aussi à pratiquer. Donc, un autre exercice pareil pour apprivoiser le stress, c'est le triangle PEC. Donc, P, ça vient de pensée, E, ça vient d'émotion, C, ça vient de comportement. Et on peut vous dire que nous-mêmes entre nous, maintenant, quand on sent un peu d'inconfort et on se dit, bah, fais-toi un PEC et tu vas voir, ça ira mieux. Donc, pareil, donc quand vous êtes en situation de stress, dessinez ce PEC. Donc, pensez à nouveau à une situation de stress. Non, quand on dit stress, il ne s'agit pas de moment où, vous voyez, on éclate, c'est le moindre inconfort, c'est une contrariété, une irritation, une angoisse, une rumination, une crainte. Vous voyez, même si c'est tout petit, ne laissez pas cet état s'amplifier. Donc, pensez à une situation passée ou à venir, parce que vous avez vécu des situations peut-être stressantes, mais certainement, vous allez vivre malheureusement, d'autres situations stressantes. Je vous laisse une seconde pour penser à une autre situation de ce type. Donc, vous avez identifié cette situation de stress, passé ou à venir. C'est intéressant de prendre une feuille de papier et de dessiner un triangle. Et le fait de dessiner ce triangle n'est pas anodin parce que c'est une manière aussi, si vous voulez, d'extérioriser, d'externaliser, si vous voulez, votre émotion et votre stress. Donc, vous dessinez ce triangle et vous réfléchissez, même vous écrivez, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens à cet instant? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je fais? Ou comment je réagis? Par exemple, je peux me dire, je suis stressée, on m'a fait un coup pas très sympathique, et qu'est-ce que je ressens? Et je me dis, je suis en colère. Je suis en colère. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que ce type de mission tombe toujours sur moi et que je suis incapable de dire non, je me fais prendre chaque fois. Le C, c'est qu'est-ce que je fais, comment je réagis. Je peste contre moi-même et contre tout le monde et je m'agite. Vous voyez, et à partir du moment où j'ai mis sur papier le PEC avec ce que je ressens, ce que je me dis, ce que je fais et ce que je réagis, le niveau de stress va baisser parce que quelque part, votre attention n'est plus sur le stress, mais votre attention, le cerveau, il va se concentrer sur trouver ce que je ressens, ce que je me dis, ce que je fais et comment je réagis. Et c'est déjà, vous allez voir que c'est une source de baisse de stress très importante. On laisse encore plus de place à... Oui, j'ai entendu un commentaire. Est-ce qu'il y a un commentaire ou je me trompe? Alors, Nicole, donc Aurélie et toi, vous nous avez présenté des petits conseils à mettre en pratique lorsque nous sommes en situation de stress. Mais comment peut-on prévenir ce stress? Comment peut-on prendre soin de notre cerveau et éviter ces situations d'inconfort, d'irritation, de stress?
Alors peut-être que nous avons encore des conseils et des exercices à vous présenter. Je crois que je vais laisser Aurélie commencer par ces exercices sur l'aspect, si Alexandra, si tu peux nous passer l'autre, voilà, sur ces modes off qui vont être ressourçants et qui vont nous apporter des conseils très pratiques pour nous sentir mieux. Alors, le mode off dans les neurosciences, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Alexandra, c'est la nécessité de parfois faire des pauses et aider notre cerveau à voilà, faire cette pause réparatrice. Donc, quelques conseils de prévention. Alors, tout d'abord, c'est de pratiquer ce que les neurosciences appellent la douche neuronale. Alors, rassurez-vous, ça n'a rien de douloureux, ça n'a rien de bizarre. En fait, il s'agit vraiment d'une hygiène du cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on constate que 85% du cortex de notre cerveau donc, est mobilisé pour interpréter ce que l'on voit. Donc, en permanence, 9% est mobilisé pour le traitement des informations auditives et 6% pour le traitement des informations olfactives et tactiles. Donc, vous le voyez, comme disait Alexandra tout à l'heure, le cerveau, c'est un muscle qui est constamment mobilisé. Le fait de pratiquer ces douches neuronales, je vais vous dire concrètement ce en quoi ça consiste, ça vous permet de faire cette fameuse pause réparatrice. Donc, le premier exercice, c'est ce qu'ils appellent le palming. Alors, le palming, pourquoi? En fait, il s'agit de poser vos petites mains comme des palmes sur vos yeux. En fait, le sujet est vraiment de vous couper des stimuli visuels. Ce qui, vous voyez bien, concerne quand même 85% de votre cortex. On constate en fait que le simple fait même de fermer les yeux, si vous n'avez pas la possibilité de mettre vos mains devant vos yeux, a une forte influence sur le cerveau. D'autres petits exercices liés aux autres sens, en fait, c'est de se mettre dans une bulle. Donc, c'est ce qu'on indique sur la deuxième partie, qui sont vraiment des pauses d'évacuation de la charge mentale. Donc, dans le silence, donc le silence acoustique, dans le silence corporel, donc là, c'est éviter tout contact, et le silence attentionnel. Donc là, c'est s'immerger dans les rêveries. Donc, on va retrouver là des pratiques, par exemple, de méditation, d'auto-hypnose, dont on vous parlera tout à l'heure. Ces petits exercices sont essentiels. On voit que même les hauts potentiels, qu'on appelle sinon les zèbres, peut-être que vous avez entendu ce terme-là, ils peuvent échouer s'ils ne réalisent pas cette douche neuronale régulièrement. Parce qu'il y a un moment où il y a un trop-plein et un risque entre guillemets, de cassure. Ces exercices, en fait, permettent au cerveau de créer de multiples connexions neuronales. Et les neurosciences nous apprennent que plus nous avons de connexions neuronales, en fait, et mieux on va parvenir à s'adapter à une situation nouvelle, complexe, floue. Donc, au-delà du nombre de neurones, ce qui compte pour nous, finalement, c'est les connexions neuronales. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on constate que les moines tibétains sont la population, en fait, qui ont le plus de connexions neuronales. Et je pense que vous le savez tous, voilà, ce sont des personnes qui pratiquent la méditation de pleine conscience et d'autres exercices de ce type. Alors, très concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire en termes de prévention pour muscler quotidiennement notre préfrontal dans le cerveau? Donc, tous les exercices qu'on appelle d'imagerie mentale, donc là, ça consiste en fait à se représenter mentalement des états sensoriels sur différentes dimensions visuelles, auditives. C'est par exemple imaginez que vous prenez une orange, touchez-la, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, goûtez-la, imaginez la sensation que vous avez en la mangeant, en la touchant, en la sentant, etc.
Donc, c'est une technique d'entraînement mental que les gens performants utilisent pour se préparer à l'action. C'est des exercices qu'on peut même proposer à des sportifs de haut niveau. Par exemple, pour voilà, se muscler et prévenir le stress. Les exercices de méditation de pleine conscience, donc là, ça consiste vraiment à vivre le moment présent, à être dans l'ici, le maintenant, en prenant conscience de ses émotions, de ses pensées, de ses sensations, sans porter aucun jugement. Donc, ça permet, on le voit, une meilleure gestion en fait du stress et de l'anxiété, car ça permet de mobiliser une autre zone du cerveau, pardon, qui est voilà, source d'adaptation, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez aussi des pratiques d'auto-hypnose que vous pouvez réaliser, qui est un principe aussi de représentation, de visualisation mentale. Peut-être plus rapide d'accès, c'est tous les exercices de respiration. Par exemple, de respiration abdominale, on vous en proposera un à la suite. Et de façon globale, ce qui est important, c'est de continuellement alimenter votre cerveau de désir et de sens. Vous le voyez, je pense que ce sont des pratiques qui sont largement partagées, et notamment en ce moment autour des thématiques du bien-être. Il y a une explosion de ces pratiques après la période Covid qu'on a vécue. On peut être tenté voilà, d'être accompagné dans ce type de démarche, et c'est une bonne chose. Maintenant, attention à bien choisir votre accompagnant, parce qu'il y a pléthore de personnes qui se sont mis sur ces thématiques. C'est un marché qui n'est pas réglementé, je pense que vous le savez. Donc, si vous souhaitez vous engager dans cette démarche-là, prenez le temps de bien choisir votre accompagnant. On se réfère pour ce constat à un article qui a été sorti dans l'Express du 20 au 26 octobre, je cherchais la date, qui s'appelle « La face cachée du bien-être », qui donne pas mal d'éléments sur ce sujet. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous aurez les coordonnées d'Alexandra à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on pourra vous transmettre l'article si ça vous intéresse. Alors, on parlait d'exercices de respiration. Est-ce que Nicole, tu peux nous présenter ce petit exercice? Oui. En préambule, je dirais que tous les exercices, et pour rebondir sur ce que dit Aurélie, tous les exercices que nous vous présentons ne sont pas considérés comme futiles. En fait, il est intéressant de savoir, par rapport à notre propre fonctionnement, finalement, ce qui nous convient le mieux. Quelle est la petite technique, parce qu'on parle de petite technique, parce que souvent, ce qui nous stresse, ce sont des petites pollutions. Ce ne sont pas toujours des gros sujets, mais c'est une contrariété dans une relation avec quelqu'un, c'est un retard, c'est un petit retard, bien sûr, parce qu'un retard, ça peut nous gêner, mais ce sont des petites contrariétés. Et il est intéressant de savoir sur cette palette d'exercices ce qui va nous aider. Là, cet exercice de respiration qui peut être utilisé avant une présentation, quand on est stressé dans une situation relationnelle ou autre, eh bien, s'approche de la cohérence ou de la résonance cardiaque. Vous le connaissez sans doute. Ce que nous, on préconise maintenant, et ce qui est un peu nouveau, c'est que sur les phénomènes inspiration-expiration, on propose d'inspirer par le nez et d'expirer aussi par le nez. En fait, ce qui n'a pas toujours été le cas, on nous a longtemps dit d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Or, on se rend compte sur un plan de neurosciences que l'expiration par le nez est plus bénéfique. Donc, je vous propose de chercher votre pouls, ce qui n'est pas toujours simple, au niveau de votre poignet ou du cou, et de faire l'exercice suivant. On essaie ensemble, si vous voulez bien. C'est d'inspirer sur 3 pulsations, quand vous les aurez trouvées,
Puis, on va bloquer sur 3 pulsations et expirer sur 6. On fait ensemble 2 ou 3 fois cet exercice. Et puis après, si on veut, il est possible de passer sur l'inspiration sur 6 pulsations, on bloque sur 6 et on expire sur 12. Et plus ça va, plus on gagnera en, en baisse d'hormones du stress, une augmentation de la DHEA qui va nous permettre finalement de baisser en tension artérielle, de baisser en rythme cardiaque et de se mettre sur ce fameux mode off qui va apporter un peu de bien-être. J'espère que vous avez pu ressentir ce qu'on vient d'essayer de faire. J'ai une toute petite question, je me permets. J'ai une toute petite question. Quel est l'intérêt de bloquer la respiration par rapport à inspiration, expiration? En fait, on se met sur un mode pause. C'est là aussi que se trouve le mode pause. D'accord. Et Merci. c'est vrai que c'est difficile sur 3. Hein. Et Ouais. après, on va passer sur 6, mais l'exercice au début sur 3 est difficile, il est presque trop rapide. Et quand on se met sur mode 6, le blocage sur 6 permet de poser et d'expirer après. Et le Merci. blocage permet aussi de favoriser les échanges gazeux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Exactement. En fait, quand Nicole vous disait tout à l'heure que on nous a pendant des années, des générations, on nous a dit d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Les neurologues constatent aujourd'hui qu'en expirant par la bouche, à propos de ce que dit notre participant, on élimine trop de dioxyde de carbone, ce qui est fatigant pour le cerveau. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, même aux sportifs de haut niveau, inspirer et expirer par le nez pour éliminer la juste quantité de dioxyde de carbone. Et en bloquant, si vous voulez, la respiration, on permet au cerveau, à l'organisme, de produire la quantité de dioxyde de carbone dont nous avons besoin. Il n'y a pas que l'oxygène qui nous fait vivre. Voilà. Merci. Donc, après vous avoir présenté tous ces exercices qui nous espérons vous donneront quelques petits outils pour se mettre en mode off, on peut le relier à cette notion finalement d'approche un peu, alors qu'on parle beaucoup, comme disait Alexandra, de paresse, et nous on dirait comment on va appréhender ce mode un peu slow life de temps en temps qui peut nous aider à vivre différemment. Eh bien, Alexandra va vous présenter en quoi DVA peut vous aider sur ces approches. En fait, je pense que le premier pas, c'est des séances de sensibilisation. Nous sommes sollicités par certaines entreprises de présenter des pastilles, des capsules sur pourquoi est-il nécessaire de prendre soin de notre cerveau, justement pour mieux se concentrer, pour augmenter notre attention, pour devenir plus efficace. Donc, c'est pas que, vous voyez, si on milite pour la paresse, c'est pas la paresse, l'oisiveté. C'est une nécessité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est quelque chose de vital. Et puis, il y a une autre pastille que nous vous proposons, c'est pourquoi le stress
est une opportunité d'apprentissage et comment transformer le stress en opportunité d'apprentissage, pareil, par des exercices simples et efficaces. Une fois cette partie de la sensibilisation réalisée, on peut vous proposer aussi des formations, des modules de formation, comment gérer efficacement son stress, comment gérer efficacement le stress des autres, déjà comment reconnaître mon stress, comment reconnaître les stress des autres et comment m'aider et comment aider les autres à apprivoiser le stress et à le transformer en opportunité d'apprentissage. Comment pouvoir prévenir le stress au sein de notre équipe quand je suis manager ou même quand je suis un collègue. Et bien évidemment, il y a le coaching neurocognitif qui est basé sur, bien évidemment, l'approche neurocognitive et comportementale, qui en fonction des problématiques de chaque personne que nous rencontrons, nous allons travailler ensemble sur le développement de son adaptabilité et ce qu'on appelle en neurosciences le développement de l'intelligence adaptative. Donc, comment passer d'un mode stressant face à des situations que nous connaissons tous aujourd'hui, qui sont changeantes, qui sont floues, qui sont complexes, comment appréhender ces situations sur un mode adaptatif, comment pouvoir les gérer de façon efficace et sereine à la fois. Donc, je pense qu'il nous reste 2 ou 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, on prend tout. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cécile. J'avais une question par rapport au coaching neurocognitif. Oui. Effectivement, on a pas mal, on peut avoir des personnes qui vont frôler le burn-out. Mhm. Et je voulais savoir, c'est combien de séances finalement, on va avoir quelqu'un qui arrive complètement, enfin, qui est vraiment fatigué, mais qui est toujours au travail. Et par quoi vous commencez alors avec quelqu'un parce qu'il ne va pas s'arrêter, justement, il vient faire un coaching pour ne pas s'arrêter. Enfin, l'entreprise va peut-être lui offrir un coaching pour qu'il ne s'arrête pas, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est épuisé et puis qui n'a jamais fait ses pauses ou quoi que ce soit, pour qui c'est impossible. Enfin, il y a beaucoup de résistance de sa part, même si la personne voit bien qu'il faut qu'elle change quelque chose, mais entre le savoir et le faire, enfin, je sais pas, au départ, vous commencez par quoi dans vos types ce type de coaching? Au départ, donc, au départ, c'est, comme on l'a dit pour nous-mêmes, au départ, on va écouter cette personne. Et j'ai envie de vous dire, on va l'écouter, même si elle n'a rien à nous dire. Vous voyez, c'est l'écouter. Même si elle n'a rien à nous dire, on va l'écouter parce que justement, elle est dans cette spirale un peu vicieuse où nous, comment vous dire, intellectuellement, elle se rend compte qu'elle doit s'arrêter, émotionnellement, elle ne peut pas s'arrêter, et vous nous l'envoyez en coaching pour la forcer de s'arrêter. Donc, vous voyez, donc, comme vous l'avez dit vous aussi bien, une excellente recette pour augmenter la résistance de la personne. Donc, c'est pour ça que ma réaction donc, spontanée, c'est vous dire, dans un premier temps, on va l'écouter, même si elle n'a rien à nous dire. Ou même si elle tourne en boucle, en fait, sur le fait qu'elle a trop de boulot, elle a trop de boulot, elle a trop de boulot, elle s'en sort pas, elle Oui, s'en sort ouais, pas, mais elle oui. peut pas s'arrêter et elle s'en sort pas. Et vous voyez, Voilà. ce genre de Et ce genre de voilà. choses. Et après, si vous voulez, on va aller en douceur. On va lui proposer des exercices simples, pratiques, efficaces, qui vont lui permettre, ce qui est important, de se rendre compte sur le champ du bien-être que ça peut lui faire. Vous voyez? Ah, vous allez lui faire vivre en direct, quoi, les C'est-à-dire des exercices. petits exercices, des petites astuces, des respirations, des petits exercices d'imagerie, vous voyez, de rêverie, ce qu'on appelle, qui vont, si vous voulez, un peu la libérer de l'emprise de ce cercle, de ce cercle vicieux, de cette spirale vicieuse. Donc déjà,
dans nos séances de coaching, on va créer une bulle de respiration, une bulle où il va pouvoir se mettre en mode off et elle va pouvoir se ressourcer. Et petit à petit, vous voyez, c'est une question d'entraînement. C'est comme quand on fait du sport. Petit à petit, on va entraîner, on va faire un exercice, et un autre exercice, et un autre exercice. On va les entraîner à. Et j'ai envie de vous dire que sauf cas pathologie grave, donc de maso, les gens s'y mettent. Les gens s'y mettent. Quant à la durée, on force pas la note dans un premier temps. On propose 5 séances, si vous voulez. Après, on donne à la personne la possibilité de dire je continue ou je pas continue. C'est-à-dire qu'on va la rendre responsable, on va lui mettre en main un outillage qui va lui permettre de se débrouiller toute seule après. Et c'est à elle de décider si plus de 5 séances, j'en fais 10, etc. Vous voyez, c'est assez, c'est pas aussi cadré, si vous voulez, que le coaching classique. Oui. Ok, Nicole, tu d'accord. peux compléter si, parce qu'on a chacune nos pratiques, même si on a la même formation, chaque coach a sa pratique, vous le savez très bien. Je dirais deux choses par rapport à ce que l'on vient d'évoquer ce matin. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette approche-là, par les exercices, fait partie d'une hygiène de vie. Finalement, on mange, on boit, et on a l'impression quelquefois que c'est futile, ces exercices. Or non, protégeons-nous, aidons-nous et faisons ces exercices de respiration, et si on sent des petites gênes, il y a des solutions et aidons les gens qui sont autour de nous à finalement utiliser ces pratiques-là. Et puis par rapport à l'approche neurocognitive et au coaching, nous, on est sur une approche aussi que vous connaissez tous, de petits pas, de petits progrès. Et on dit aussi, en fait, ne voyez pas le problème dans son intégralité, ne voyez pas le bœuf, entre guillemets, mais travaillez chaque petit morceau. Et c'est chaque morceau qui va finalement faire petit à petit un mieux-être. Et c'est sur cette approche-là que nous travaillons également. On n'a pas une approche globale, mais plutôt aussi une approche par fenêtre, en fait, et que l'on traite. Et puis aussi, et pour finir, ça dépend tellement de la personne que l'on a en face de nous bien sûr. et de la relation que l'on va créer avec elle. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Si bien évidemment, vous avez encore le temps. Nous, on est à votre disposition, mais je sais que vous, les agendas se bousculent. Donc, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. 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 Je ne sais pas si Bonjour. vous m'entendez. Je suis Laetitia. Bonjour. Je suis arrivée un petit peu en retard là sur le webinaire. Je suis désolée. Je me demandais si peut-être vous aviez déjà parlé de ce sujet-là. Moi, c'était plutôt à propos des crises d'anxiété. Comment calmer une crise d'anxiété? Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que j'ai déjà été en contact avec une personne qui faisait une crise d'anxiété. Je lui ai proposé de faire de la cohérence cardiaque. Mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas changé beaucoup la donne. Elle continuait à avoir des douleurs fortes dans la tête, dans la mâchoire, très crispée, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une personne qui fait une crise d'anxiété? Comme ça, spontanément, je pense que vous dites, enfin, est-ce que vous êtes là quand on a présenté l'exercice de l'échelle ou du PEC? Le PEC, oui, j'étais là. Voilà. Vous voyez, peut-être, bien évidemment, il y a plusieurs réponses à ce type d'état, mais peut-être que dès qu'elle sent, si vous voulez, l'angoisse venir, parce qu'on la sent, l'angoisse, on la sent venir, ça ne tombe pas, si vous Oui. voulez, d'un seul coup, dès qu'on la sent D'accord. venir, qu'elle fasse un PEC. C'est, comme disait Nicole, il y a différentes tentatives, on fait des allers-retours, c'est une première réponse. Après, vous avez essayé la respiration de la cohérence cardiaque, vous voyez, et c'est peut-être que
Une première réponse, ça serait de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas les exercices qu'on vous propose, c'est quand même pas magique, si vous voulez. C'est pas parce qu'on le fait une fois que c'est réglé. Bien sûr. Il faut faire tous les jours. Il y a quelqu'un qui disait combien de fois je le fais, et il disait 365. 3 fois par jour, 6 respirations pendant 5 minutes, tous les jours de l'année. Vous voyez, ça, c'est de l'entraînement du sportif de haut niveau. On a tendance D'accord. aujourd'hui à se dire, je fais ça une fois, 2 fois, et ça va être réglé. Non, c'est entraînement, entraînement, tous les jours. On prend une douche tous les jours. On mange tous les jours, 3 fois par jour, voire plus. D'accord. C'est exactement la même chose avec ces différentes formes de douches neuronales que nous vous avons proposées. D'accord. Nicole? Très bien. Et on parle donc d'hygiène de vie, et je crois qu'on peut, on peut en parler pour nous, parce que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs d'ailleurs, et est-ce qu'on le fait si souvent? Peut-être pas, et là je parle d'ailleurs pour moi plutôt, mais je crois qu'il faut aussi s'attacher à le faire parce que c'est important, et que évidemment, c'est pas la première fois où on nous demande de faire une séance de respiration qu'on réussit, en fait, parce qu'on ne peut pas lâcher prise à ce moment-là. Mm. Et donc, c'est aussi en parler autour de soi, et dire que c'est une approche qui a du sens. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Dans le chat, Alexandra, j'ai Oui. une question sur les applications qui aideraient pour faire des exercices de respiration. Est-ce que vous en conseillez ou pas? Est-ce que vous en connaissez ou pas? Des exercices ou des personnes qui pratiquent, qui Des accompagnent à la respiration? applications. Des applications. Ce que j'avais vu sur, il y a pas mal d'applications sur la respiration et la méditation. Essayez de regarder sur Internet tout ce qu'il propose Christophe André. Pourquoi je vous envoie vers Christophe André? Parce que il est à la fois psychiatre et praticien d'exercices de méditation et de respiration. C'est quelqu'un qui a écrit pas mal de livres à ce sujet, et j'ai vu à un moment donné qu'il propose des pastilles de respiration, méditation, parce que parfois c'est intéressant de faire l'un avec l'autre. Donc essayez du côté sur Internet, du côté de Christophe André, et certainement qu'à partir de là, ça va vous conduire à d'autres choses. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai aussi l'article dont vous a parlé Aurélie, parce que là-bas, vous avez des adresses de fédérations, d'organismes centralisateurs qui peuvent vous donner les bonnes adresses, et pas d'adresse de gourou, si vous voulez. Merci beaucoup, Alexandra. C'est Julia Lindbaum. C'était moi qui avais posé cette question par rapport aux applications. Et c'est vrai que moi, on m'en avait conseillé une qui s'appelle Respire Relax, qui est une application qui permet, en fait, c'est de la cohérence cardiaque. Donc, bon, je ne sais pas si d'autres connaissent. Moi, j'ai utilisé un petit peu ça à un moment donné, et je trouve que c'est bien. Et puis, ça permet de faire des petites pauses de 5 minutes dans la journée et de faire cet exercice de respiration en suivant le rythme en fait que donne l'application. Mais je veux bien, Alexandra, avoir d'autres idées et voir cet article. Merci beaucoup. Mais je vous garantis l'exercice que Nicole vous a proposé avec le pouls. Si vous le faites, par exemple, bon, après, le manuel dit qu'il faut le faire toutes les heures. Mais déjà, commençons par le faire une fois par jour. Soyons modestes, appliquons la technique des petits pas, faites-le une fois par jour, que vous soyez stressé, pas stressé, que ça soit une journée facile, difficile, c'est vraiment votre moment de douche cognitive, neuronale. On va doubler la douche corporelle d'une douche neuronale. Voilà, c'est déjà intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions?
Bon, je vois qu'il est 10h05. Il n'y a plus de questions comme ça qui apparaissent tout de suite. Bon, vous avez nos adresses, nos liens, nos adresses mail sur LinkedIn. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je peux vous envoyer directement l'article, pas que d'Express, pas que vraiment la référence. Et il ne nous reste qu'à vous remercier vivement pour votre participation active à ce webinaire. Et je vous propose, le prochain va avoir lieu en mois de janvier. Et n'hésitez pas à nous envoyer des idées. Si vous avez envie qu'on aborde tel ou tel sujet, vous avez bien compris, on accompagne le développement des personnes, on est coach, l'approche neurocognitive. Donc, si vous avez envie qu'on aborde ou qu'on explore des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les envoyer. On fera tout notre possible pour vous apporter une information utile et intéressante pour vous. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée à tous. Bonne Un grand journée, merci. merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.